Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Je voulais vous prendre une ou deux minutes avant l'épisode pour vous souhaiter la bienvenue sur cette troisième saison. Je suis hyper content de faire ce podcast, toujours autant motivé. Et 3 saisons, ça commence à être vraiment vraiment sympa. Beaucoup de contenu, plein de retours, etc. Donc je suis vraiment très très content de vous retrouver pour cette troisième saison. Vous noterez qu'on n'est pas tout à fait à la rentrée. J'ai pris un peu de temps cette année parce que pour des raisons perso, en fait déjà j'ai déménagé. Pour ceux qui écoutent le podcast de manière un peu régulière, vous savez que j'habitais en Martinique, j'étais aux Antilles avant, et là je suis rentré en France. Donc ça a pris un peu de temps et ça m'a un petit peu mangé ma préparation sur le podcast. Et puis aussi j'ai fait pas mal de choses sur Remote FR pendant ce mois de septembre. Remote FR était un job board où je poste des offres d'emploi 100% remote. Et j'ai fait pas mal de choses, notamment créer une newsletter et un subreddit dans lequel je vais envoyer directement les annonces 100% remote aux abonnés. Et il y a déjà maintenant plus de 1500 abonnés. Donc voilà, si vous voulez rejoindre ça, vous pouvez aller sur remotefr.com. Et j'ai quelques idées sur Génération Remote, notamment l'idée de refaire un format un peu différent du format interview que vous allez entendre aujourd'hui. Et que vous avez l'habitude d'entendre sur ce podcast. J'y réfléchis, j'ai toujours pas pris vraiment de décision. Si jamais vous avez une idée, une envie, vous pouvez m'envoyer un mail à contact@generationremote.fr. Et autre nouvelle intéressante, depuis que je suis retourné en France, maintenant j'ai la fibre. Et donc peut-être je vais enregistrer les vidéos de ce podcast pour les mettre sur YouTube. Ça peut être intéressant à voir. Idem, si vous avez un avis là-dessus, vous pouvez m'envoyer un message, soit sur Twitter, soit un email à contact@generationremote.fr. Voilà, très content de recommencer cette troisième saison avec vous. J'espère que vous êtes autant content d'écouter ce podcast que moi je l'ai. Je prends le plaisir à le faire. Et puis je vous laisse avec le premier épisode de la troisième saison. Bye. Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous, bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, je reçois François Vermeil. Salut François, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Salut Xavier, merci pour l'invitation. Je suis François Vermeil, fondateur et CEO de Working Space. Donc moi, je viens du produit à la base. J'ai pas mal fait auparavant du conseil dans le développement de produits digitaux pour des grands groupes comme BNP Paribas Real Estate par exemple, mais aussi pour des petites startups. Et souvent, c'était des missions liées à l'immobilier B2C ou B2B. Et du coup, tu travailles pour Working Space. Est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots son activité ? Comme ça, on verra un petit peu l'orientation du podcast qui va être vraiment orienté coworking et état des lieux du coworking en France. Ouais, tout à fait. Working Space, c'est à la fois une plateforme digitale et une agence dans l'immobilier entreprise spécialisée dans les bureaux flexibles et clés en main. Donc agence immobilière, car notre business c'est d'accompagner des sociétés à trouver leur bureau en France et au Benelux. On a un rôle de conseil car nous sommes experts sur le marché du bureau flexible et notre rôle c'est de faire gagner du temps, un temps précieux dans la recherche de bureau. Et la plateforme digitale, c'est parce qu'on a créé un site web qui référence environ 3000 espaces de coworking, en près de 600 villes. Donc c'est du coworking, du bureau privatif au sein d'espaces partagés ou des plateaux indépendants. Et cette plateforme-là nous permet de l'acquisition de leads via une stratégie très SEO aujourd'hui. Ok. Ouais, du coup, je t'ai invité sur ce podcast parce que moi, je suis un grand fan de coworking. J'ai participé à l'ouverture d'un coworking en 2011 à l'époque, à Lille. Et sur ce podcast, et sur ce podcast Génération Remote, on parle évidemment de télétravail et souvent on accueille des gens qui soit sont digital nomades et travaillent de chez eux mais de Airbnb en Airbnb, soit sont nomades et travaillent dans leur camping-car, soit sont en remote mais travaillent de chez eux. Et en fait, j'essaie d'amener le thème du coworking et j'ai l'impression que encore beaucoup dans la tête des gens, télétravail égale travail dans ton salon ou au mieux dans un bureau que tu as chez toi.
Et du coup, je trouvais intéressant de t'avoir sur le podcast pour que tu nous montres, qu'on parle un peu coworking, qu'on aille un peu dans le détail. Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui existe pas, qu'est-ce qui fonctionne pas, etc., etc. Et qu'est-ce que ça donne en 2023? Carrément. Moi, ça fait assez longtemps que je suis parti du monde du coworking. À l'époque, j'étais assez actif et assez pionnier, ouais. Mais du coup, comment ça s'est transformé, ça m'intéresse aussi beaucoup. Du coup, est-ce que tu peux nous faire peut-être un état des lieux un peu rapide, puis on ira après dans le détail sur combien il y a de coworking, est-ce qu'il y a plusieurs offres différentes, ce genre de trucs? Ok. En France, c'est vrai que le marché du coworking a bien grossi depuis quelques années. En 2023, on doit être à un peu plus de 3000 espaces en France. Le chiffre exact est vraiment difficile à avoir, mais c'est à peu près ça. Ok. Et sur ce type d'espace, on distingue trois types d'offres, on va dire. Le premier, c'est l'espace de coworking indépendant, où en fait les gens travaillent dans un espace partagé, dans un open space, un peu familial. Ça cible surtout les freelances ou les travailleurs d'entreprise en remote. Des espaces qui sont plutôt entre 100 et 500 mètres carrés, on va dire, à peu près. Ouais. Ça comprend aussi tout ce qui est café coworking. Enfin voilà, c'est des tiers-lieux en fait accessibles plutôt pour des indépendants. Okay. Ensuite, il y a une offre un poil plus professionnelle qui sont des espaces de coworking mais qui offrent des espaces de bureaux privatifs. Donc de 2 à 50 postes, voire plus, ça dépend. C'est l'offre privilégiée pour les sociétés qui se créent ou les startups en croissance. En termes de superficie, ça peut aller jusqu'à 15 ou 20 000 mètres carrés pour les plus gros. Okay. Bien sûr, ces espaces accueillent aussi des travailleurs en open space, mais le gros de leurs clients, c'est des bureaux privatifs. Et ensuite, au-dessus, pour une taille d'entreprise qui est un peu plus conséquente, ça va être des plateaux de plusieurs centaines de mètres carrés, ou même des immeubles entièrement privatifs. Et donc en fait, c'est un peu du coworking privatisé, c'est-à-dire qu'on a l'ensemble des services d'un espace de coworking, mais en étant complètement chez soi. Donc c'est idéal pour des sociétés d'une certaine taille qui veulent être chez elles, tout en externalisant leur gestion de bureau. Ok. C'est intéressant parce que... En fait, vas-y. Il y a pas mal de marques qui ont émergé en fait depuis 4-5 ans. Certaines avec uniquement des espaces dans une même ville, comme Morning par exemple, qui est très, très parisien, ou WeWork. Bon, WeWork est aussi mondial, mais il s'intéresse qu'au capital. Après, il y a d'autres acteurs comme IWG, Wellio, Wojo, Flexo, qui s'installent dans des grandes villes et des villes secondaires. On a de plus en plus d'espaces professionnels sur des villes comme Brest, Dax. Il y a des ouvertures à Bayonne qui sont en train de se faire, ou encore Limoges. Donc même les villes de province commencent à avoir une offre qui est très intéressante. C'est intéressant parce que déjà ça s'est vachement professionnalisé depuis que moi j'ai évolué dans ce milieu-là. À l'époque, au tout début, c'était essentiellement des trucs associatifs, vraiment tiers-lieux, et c'était le premier type que tu as évoqué, c'est-à-dire vraiment on se met en commun pour louer un gros open space, on bosse tous ensemble, et c'est du communautaire presque. Et maintenant, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Moi, j'ai essayé de bosser ici en Martinique en coworking, et effectivement, je m'y retrouve plus trop parce que souvent, ce que eux appellent coworking, c'est le type 2, c'est-à-dire plutôt des bureaux à louer. Et en fait, c'est des boîtes qui ont des bureaux à louer. Et moi, ce que j'aimais dans le coworking, c'était le côté aussi réseau, tu vois, pas juste le côté location de bureau, réseau communautaire et tout ça. Et du coup, c'est assez difficile je trouve, de naviguer entre un coworking et l'autre. De l'extérieur, t'as l'impression que ils font tous la même chose, et en fait, pas du tout, quoi. Non, en fait, c'est vrai que plus le coworking est petit, plus il va se centrer sur l'aspect réseau, networking, aide. Il y en a qui se spécialisent sur un métier. Par exemple, il y a des coworking spécialisés dans l'immobilier, d'autres dans tout ce qui est digital. Donc, ça va être des designers, des développeurs. Et en fait, limite, ça fait une sorte de petite communauté qui peuvent s'entraider sur des projets. Donc ça, c'est vraiment c'est la base du coworking. Alors, ça tend un peu à disparaître parce que effectivement, l'offre se professionnalise de plus en plus, mais ça existe encore et ça existera toujours. Ça, j'en suis persuadé. Ouais, en fait, le constat que nous on avait fait à l'époque, donc c'était 2011-2014 peut-être, un truc comme ça, c'est qu'en gros, avec du coworking de ce type-là, c'est-à-dire communautaire, associatif,
tu gagnais pas d'argent en fait. Si tu voulais professionnaliser les choses, soit tu commençais à louer de la salle de réunion, soit du bureau, soit tu mettais du service à côté. Mais le coworking en tant que tel, en fait, tu pouvais pas gagner d'argent avec. C'est très très compliqué quoi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ok. Et du coup, comment est-ce que ta société intervient dans tout ça? Quels sont les types de clients que tu aides? Ça pourrait aider, je pense, les auditeurs du podcast à voir un peu comment ils se situent par rapport à ta diversification par rapport à tes divers clients, pardon. Bah, honnêtement, en fait, il y a un peu de tout. Il y a, dans un premier temps, bien sûr, les indépendants qui souhaitent tout de même un environnement professionnel autre que le home office. L'indépendant ou le salarié en full remote, il souhaite un environnement calme qui permet de recevoir des clients, où il peut travailler son réseau quand il est indépendant, mais aussi créer du lien social. C'est aussi une chose importante parce que le télétravail, c'est bien, mais ça nous éloigne un peu des gens et le coworking permet de rassembler ça. Donc ça, effectivement, il y a pas mal d'indépendants qui nous sollicitent sur ces besoins. Il y a la TPE qui se lance. Ils ont besoin d'espaces de travail privatifs pour se réunir ou échanger. Et ces boîtes-là, en fait, qui se lancent, ils apprécient la flexibilité des contrats de courte durée. Ça peut, bien sûr, le coworking, c'est quelques jours ou quelques mois ou quelques années s'il faut. Mais ils bénéficient d'un service qui pourrait pas s'offrir réellement. Tu peux à la fois travailler dans des espaces calmes, plus informels, avoir accès à des espaces dédiés, par exemple des salles de sieste, des salles de massage, ça existe dans certains coworking. Profiter d'un extérieur, d'un rooftop, d'une salle de sport, de pouvoir avoir une offre de restauration au sein de l'espace, ou tout simplement boire un verre en fin de journée avec tes collègues. Donc ça, c'est la petite boîte. Le gros du sujet, surtout à Paris, c'est les startups en hypercroissance. Donc des boîtes qui embauchent énormément et qui doublent de capacité tous les ans. Ils ont besoin d'un espace qui s'adapte à leur organisation et leur croissance. Par exemple, on a accompagné des boîtes, ils étaient 5 au début, ils étaient 40 12 mois après. Donc ils sont passés d'un petit bureau privatif à un étage entier. Donc ça, le coworking répond bien à cette flexibilité et cette simplicité de croissance et d'agrandir en fait en fonction de son besoin. Et enfin, il y a aussi les grands groupes qui pour le coup, c'est des projets souvent bien définis avec une durée précise. Par exemple, on accompagne Alten sur des ouvertures de leur antenne en France. Au lieu d'avoir un bail classique, ils prennent du coworking et c'est beaucoup plus simple et rapide. Et ça permet de pas trop s'engager, d'ouvrir le marché. Et par exemple, là dernièrement pour Capgemini, c'était réunir 50 personnes pendant 3 mois sur un même lieu pour un projet spécifique. Donc eux, les grands groupes aussi sont... ils font des espèces de task force localisées, quoi. Mais au-delà de ces 4 profils plutôt types, il y a aussi des métiers qui sont plus atypiques, qu'on n'imagine pas forcément dans un coworking. Des avocats, par exemple, des notaires, des boîtes du BTP, des boîtes dans la mode qui veulent aussi faire un showroom dans l'espace de coworking, par exemple. Enfin, il y a vraiment de tout. Il n'y a pas de boîtes qui ne peuvent pas prétendre au coworking. C'est vraiment super intéressant parce que ça s'adapte à beaucoup de typologies d'entreprises. Et pourtant, alors je sais pas quel est ton ressenti à toi, mais moi, mon ressenti à moi en interrogeant des entrepreneurs depuis ou des gens qui font du télétravail, donc qui sont en général plutôt acculturés aux nouvelles méthodes de travail, tout ça. Il y a assez peu le réflexe coworking. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de la startup en hypercroissance. J'en ai interrogé quelques-unes sur ce podcast et la plupart étaient. Après, il y a un vrai biais sur le télétravail évidemment, mais se disait on fait du télétravail aussi parce que ça nous permet de grossir vite sans avoir la problématique des locaux, tu vois. Et personne n'a eu le réflexe. En tout cas, je ne crois pas. Télétravail, enfin coworking, je veux dire. C'est pas grave, même si on grossit, on va grossir organiquement dans des espaces partagés. Ouais, mais en fait, le mot coworking, c'est un mot valise qui englobe pas mal de choses, qui est un peu galvaudé. Le coworking, on imagine open space, bruyant, et en fait, c'est pas forcément ça. Comme j'ai dit juste avant, en fait, ce qui intéresse les entreprises, c'est de pouvoir avoir des bureaux privatifs au sein d'espaces partagés avec des services. Et donc, maintenant, c'est un peu ça, ce que veut dire coworking, c'est un peu ça. Depuis quelques années, voilà, tous les espaces sont
professionnalisé. Ils offrent des espaces adaptés à toutes sortes de sociétés. La couche servicielle qui se rapproche de plus en plus de l'hôtellerie. On trouve de la conciergerie aussi, voilà, salle de sport, j'en ai parlé. L'organisation d'événements internes au coworking pour justement que chacun se présente et puisse faire du network et animer aussi une communauté au sein de l'espace. Donc l'idée limite, c'est avoir des bureaux en coworking, c'est plus une philosophie. En fait, on élimine quelques problèmes du quotidien afin de se concentrer sur son business. Toute la problématique de bureau, de souscrire un tas de contrats, le ménage, l'internet, l'IT, la sécurité, le réseau, tout ça en fait c'est englobé dans ton contrat et t'as juste à poser ton ordinateur et tu travailles. Que tu sois 3 ou 10 ou 20, c'est le même principe. Et est-ce que tu peux nous donner, alors j'imagine que c'est très disparate, mais est-ce que tu peux nous donner une idée du budget par tête, donc à la limite que ça soit pour un indépendant qui veut bosser en open space ou pour une start-up en hypercroissance ou un grand groupe? Alors ça dépend vraiment des villes bien sûr parce que les prix du coworking suit l'immobilier l'immobilier classique. Par exemple sur Paris, un indépendant qui souhaite accéder en full time sur du coworking, il peut s'en tirer pour entre 200 et 300 euros par mois. Ça sera un peu moins cher en province. Et pour du bureau privatif, à Paris, ça va être à peu près 500 euros par poste pour commencer. Mais ça peut aller jusque très très loin. Il y a des offres premium qui sont à plus de 1500 ou 2000 euros par poste. Du coup, oui, pour 500 euros par mois, t'as le bureau, le ménage. Est-ce que t'as le café, le wifi, etc., etc. La plupart intègrent ce genre de consommables, effectivement, les boissons chaudes, l'accès à une fontaine d'eau, le thé. Des fois, ils offrent le snacking, le petit déjeuner, des fois aussi certains jours de la semaine. Donc en fait, il y a une offre qui intègre pas mal de choses. Ça intègre aussi l'IT, bien sûr, la sécurité des locaux. Donc tout est intégré dans ce loyer. Intéressant. Ouais, donc c'est devenu bien plus que ce que moi j'avais l'habitude de faire. Ça s'est hyper professionnalisé en quelques années. Là, c'est cool. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont la typologie de tes clients? Alors tu nous as donné les grands types de clients, mais est-ce que tu as plutôt des startups? Est-ce que tu as plutôt des indés? Est-ce que tu bosses avec des grands groupes, mais est-ce que c'est beaucoup de ton activité? Ou comment est-ce que c'est réparti dans ton activité? Franchement, on a les trois. Chaque semaine, on a des demandes sur chaque typologie. Alors, on bosse beaucoup à Paris, bien sûr, parce que c'est très dynamique, et donc beaucoup de petits startups. Donc, plus les startups, effectivement, à Paris et dans la province, c'est des PME qui sont déjà bien établis et qui switchent du bail classique vers le coworking. Parce que le télétravail a fait son job. Donc, ils sont peut-être une dizaine ou une quinzaine, mais en fait, au quotidien, il y a peut-être 5-6 personnes qui viennent seulement au travail. Il y a un roulement de présence qui se fait naturellement. Et donc, certaines boîtes tendent à prendre moins de surface, mais plus qualitative. Et donc, au lieu d'avoir un local basique, ils offrent des services aux salariés qui permettent de motiver les gens à venir au bureau aussi, parce que c'est aussi un sujet, ça. Quand on a le confort de pouvoir travailler chez soi, parce qu'il faut pouvoir avoir le luxe d'avoir une installation qui est digne de ce nom, il faut pouvoir motiver les gens à venir. Et donc, le fait d'avoir des services intéressants, avoir une salle de sport, avoir des événements qui rapprochent et rassemblent les gens, ça crée aussi, c'est ça qui crée aussi la culture d'entreprise. Ok. Et tu disais tout à l'heure que le coworking a vraiment explosé il y a 4-5 ans. Donc du coup, c'était avant Covid ou c'est vraiment le Covid qui a fait décoller tout ça? Avant le Covid, il y avait déjà une belle dynamique. Donc le Covid a changé un petit peu la donne dans la façon de penser des dirigeants, en incluant fortement le télétravail. En fait, post-Covid, en septembre 2020, les demandes, c'était pour réduire la surface. C'est-à-dire qu'ils faisaient une économie de coûts sur leur loyer, parce que c'est un gros poste de dépense, clairement, pour les entreprises. Et donc, ils adaptaient leur organisation du travail en prenant en compte le télétravail. Et donc, moins de surface, mais plus qualitatif, comme je disais juste avant. Ok, ouais, ça c'est hyper intéressant. Le coup du flex office, tu réduis ta surface et du coup tu montes en gamme, quoi. Exactement. Ok. Est-ce que t'as aussi des clients en full remote? Là, j'ai prêché un peu pour ma paroisse. Est-ce que t'as des clients qui sont en full remote et qui du coup chargent des espaces pour, dans plusieurs villes en France, par exemple, ou même en Europe?
C'est des choses que tu vois beaucoup? Alors, c'est plutôt rare quand même. C'est plutôt rare, mais c'est vrai que dernièrement, on a eu des gens qui étaient en full remote depuis quelques années et qui en ont un peu marre. Nous, c'est plus des gens qui vont en avoir marre du full remote que le contraire, parce que en fait, ils ont grossi un petit peu et gérer ton business à 5 ou 6 ou même 10 en remote, c'est un peu compliqué. Moi, personnellement, je l'imagine pas parce que je suis pas formaté pour ça. Il y en a pour qui ça marche très bien. Mais c'est vrai que c'est plus le besoin de se réunir, d'échanger de temps en temps. Et donc ce genre de boîte, ça va être une offre un petit peu particulière. Ils vont pas forcément prendre un bureau à plein temps, mais ils vont plutôt soit prendre une salle de réunion une fois par semaine ou un bureau qui vont pour se réunir et pour se voir une à deux fois par semaine. Donc ils vont consommer un peu le coworking comme une façon de d'avoir un tiers lieu où tout le monde peut se réunir, mais à des périodes bien définies. Ok. Et est-ce que tu as des retours de clients, d'ailleurs quelle que soit la typologie, que ce soit des indés ou des grands groupes, qui ont testé le coworking et qui ont soit ont trouvé ça génial et sont restés, soit ils ont trouvé des inconvénients et du coup sont repartis dans l'autre sens. Quels sont les retours de tes clients là-dessus? Honnêtement, non, les offres de coworking sont tellement supérieures par rapport à un bureau classique que effectivement ils adorent. Le seul point où dans le cas effectivement certains ont fait demi-tour, c'est pour faute de budget, parce que ça a un coût, bien sûr, et donc c'était plus parce qu'il y avait un manque de business et donc ils ont dit on réduit la voilure à ce niveau-là, on se met en full remote et on continue à travailler. Donc c'est plus des problèmes budgétaires, mais ça c'est comme toutes les boîtes, c'est pas forcément lié au coworking. J'ai une question peut-être un peu idiote, mais tu sais quelle est la différence de budget? Est-ce que tu as une idée de combien ça coûte en plus de partir sur un espace de coworking? Sachant que tu as évidemment les services avec, mais... Au final, c'est un peu comme l'iceberg en fait. Il y a une partie que tu vois qui est le loyer d'un bureau classique ou du coworking. En fait, mais en classique, en bail classique, tu as tout un tas de dépenses qu'il faut prendre en compte a posteriori. Tu as tout ce qui est taxes, tout ce qui est charges, l'ameublement qui est aussi un gros investissement parce qu'il faut acheter tes meubles, il faut éventuellement faire des travaux, il faut le prendre en compte aussi quand tu t'installes. T'as tout l'IT, le câblage éventuellement à faire quand c'est un bureau qui est pas adapté à ton business, le ménage, tous les services annexes, la gestion au quotidien. Enfin voilà, s'il y a une ampoule qui claque, c'est des choses qu'il faut acheter et qu'il faut faire. Donc, quand tu as une petite boîte, c'est du temps du dirigeant qui est souvent pris en compte, donc c'est aussi du temps que tu dois intégrer. Donc au final, il y avait des études qui disaient que globalement, au-dessus de 2 ans, c'est plus intéressant de prendre un bail classique. Parce que en fait, tes coûts sont lissés sur 2 ans, donc ça revient à peu près à même. Mais en dessous, pour des périodes plus courtes, le coworking a beaucoup de sens. Et surtout, il offre une flexibilité qui est super importante pour ces boîtes-là. Ok, ouais, la métrique des 2 ans, elle est intéressante à garder en tête. Ok. Ok, et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement comment fonctionne Working Space? En fait, tu peux directement réserver des espaces depuis le site internet. Par exemple, je vais bientôt déménager à Angers. Je mets Angers, ça me liste tous les espaces et je peux directement réserver, c'est ça? Alors ça, pas encore. Je vais y revenir juste après si tu veux bien. Aujourd'hui, nous, on joue le rôle d'agent immobilier. En fait, on est expert sur ce marché parce que le marché du flexible, il y a beaucoup d'acteurs, tout de même avec une offre assez hétérogène. Enfin, voilà, il peut y avoir du pas cher comme du très cher, donc ça dépend où la société veut se mettre. Et donc nous, on joue le rôle de conseil, c'est-à-dire qu'on a des partenariats privilégiés avec les différents acteurs d'espaces de coworking, ou des fois des propriétaires directement, ça arrive aussi. Et donc l'idée, c'est de proposer les bonnes solutions à chaque société. Et donc on les accompagne, on les conseille, on les accompagne en visite sur place. Et le but, c'est qu'ils trouvent le chaussure à leurs pieds en termes de bureau. Donc aujourd'hui, c'est un travail d'humain, bien sûr, et de conseil. Donc on a une très forte connaissance de beaucoup d'espaces en France. On a fait le job d'aller dans chaque ville, de rencontrer les partenaires, de visiter les espaces, parce que c'est quand même plus facile de conseiller, de vendre un produit quand on le connaît. C'est un peu la base du métier. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est intéressant que tu me parles de réservation, effectivement, de coworking.
On est en train justement de développer cette brique-là pour offrir à nos partenaires coworking de pouvoir mettre leurs offres en temps réel en fait sur notre site et pour que des indépendants ou des boîtes en fait puissent réserver donc soit leur place en open space parce qu'ils vont être à Angers ou à Rennes demain et donc ils ont besoin d'un espace proche de la gare ou même réserver de la salle de réunion parce qu'on a beaucoup de demandes à ce niveau-là aujourd'hui qu'on ne peut pas forcément traiter et donc l'idée c'est qu'ils puissent réserver leur salle de réunion pour 10 personnes avec leur plateau repas éventuellement ou tout extra dont ils ont besoin pour passer une journée de travail efficace. Et donc ça, normalement, ça devrait être live. Ok, et du coup, vous prenez tout type de clients vous prenez tout type de clients, que ce soit indépendant ou start-up bien sûr. Choisir un espace. En fait, oui, bien sûr, les indépendants, ils sont souvent, ils ont souvent une façon de procéder qui est un peu différente, c'est-à-dire qu'ils font aussi un benchmark de leur côté, et donc on peut les assister plus rapidement que des sociétés. Et des sociétés, elles font appel à nous en début de recherche, parce que c'est un vrai travail de rechercher les bons bureaux. Donc nous, on leur fait gagner un temps précieux dans leur recherche, parce qu'on va droit à l'essentiel, on pose les bonnes questions pour qu'ils puissent se projeter sur le futur espace et donc c'est tout type de boîte. Ok, et quel que soit le lieu, c'est-à-dire que je sois à Angers, à Paris, à Marseille ou à Dijon, ça fonctionne. Exactement, à Paris c'est plus facile parce que l'offre est assez pléthorique, mais Angers on en discutait en off juste avant. Effectivement, je t'ai conseillé 2-3 espaces qui sont plutôt sympas et donc il y a quelques villes qui sont plus compliquées en France parce que l'offre est pas hyper encore développée, mais ça va venir avec le temps. On a beaucoup de marques qui sont en train de s'installer dans des villes secondaires. Donc d'ici 2-3 ans, je pense que dans toutes les villes secondaires de France, il y aura des espaces professionnels pour tout type d'entreprise. Récemment, on avait un partenaire qui a ouvert un espace à Limoges. En fait, il a rempli en très très rapidement parce que il y avait pas d'acteurs de coworking qui offraient ce type de service. Donc rentrer sur une ville avec une offre pro, ça marche très très bien. Et du coup, question piège, est-ce que vous êtes aussi est-ce que vous connaissez les espaces des dom-tom, Antilles, Réunion et tout ça? Pas encore. Non, pas encore. Je sais pas si on va y aller un jour parce que, à mon avis, l'offre, je sais pas si elle est hyper développée. Tu peux peut-être nous en dire un peu plus de ton côté. Mais par contre, on a commencé à s'installer au Luxembourg, en Belgique et aux Pays-Bas. Parce que c'est pareil, le fonctionnement reste le même. Et donc, il y a ce type de besoin dans chaque pays. Donc, c'est pas juste en France, hein, bien sûr, c'est global. Et donc, c'est la manière de penser ces bureaux a évolué, et donc c'est une tendance de fond qui est en train de démarrer. Ici en Martinique et en Guadeloupe, il y a des espaces de coworking, ça tourne plutôt bien, le taux d'occupation est je pense assez bon. Il y a effectivement 2 grands types, que ce soit des espaces d'indépendants plutôt open space que tu décrivais, ou des espaces de bureaux plus service. C'est 2 choses qu'on retrouve ici. Et il y a pour la population, c'est pas trop mal, mais c'est en termes d'offres. Par contre, c'est très orienté bureau. Il y a, à mon goût, assez peu d'offres communautaires indépendants. C'est beaucoup plus de l'espace de bureau, quoi. Mais il y a des offres. C'est vrai qu'en fait, auparavant, l'offre de coworking qu'on appelait avant centre d'affaires, c'était des bureaux à l'ancienne, des couloirs, des bureaux, une petite cuisine, et ça suffisait. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça depuis une dizaine d'années, ça a évolué vers des espaces plus grands, communs, qu'on peut utiliser de manière informelle pour se poser, pour passer un coup de fil. Et donc c'est ça qu'aiment les boîtes, c'est ces espaces qui sont où tu peux faire plusieurs choses différentes et avec tout un tas de services à côté. Ouais, c'est vrai que souvent on disait au début du podcast que de temps en temps, en tout cas moi, j'avais l'impression d'être perdu parce qu'il y a des espaces qui étaient étiquetés coworking et qui sont en fait des centres d'affaires. Souvent les gens ont voulu suivre la tendance et ont renommé centre d'affaires en coworking, et en gros ils ont mis une cafetière au bout du couloir et c'est tout.
et c'est assez déceptif. Mais... j'ai 2-3 noms en tête que je dirais pas. Mais ouais. Ok, je pense qu'on a fait le tour pour à la fois l'offre, l'état des lieux et tout ça. Est-ce que, alors je finis toujours le podcast avec une question qui est toujours la même. Quel conseil tu donnerais, soit à un indépendant, soit à une entreprise qui veut tester le coworking, ou qui réfléchit à, toi qui hésites encore entre prendre des bureaux ou travailler chez soi, ou partir sur du coworking? C'est deux questions différentes parce que travailler chez soi et aller dans un espace de coworking, c'est pas la même chose, parce que l'espace de coworking va te permettre d'avoir plus de liens sociaux, de pouvoir couper ta journée aussi. Le télétravail, en fait, enfin, rien que de le faire 10 ou 15 minutes de trajet, ça te déconnecte, tu switches d'un état à un autre. Donc c'est quand même assez important de pouvoir faire ça. En tout cas pour moi c'est très important, et quand on parle avec des clients, effectivement, des dirigeants d'entreprise qui veulent pas forcément être dans le quartier là où ils vivent, parce que t'as pas l'impression de faire autre chose. Ouais. Le home office, en fait, je digresse un petit peu, mais en fait avec le Covid, pendant le Covid, j'ai interrogé mes proches qui adoraient le télétravail. Ils disaient que c'était trop bien, qu'ils pourraient faire ça toute leur vie. Ça m'étonnait un petit peu parce que moi je connaissais un petit peu auparavant. Et en fait, avec le temps, ils ont une approche un peu plus mitigée sur le télétravail, parce que surtout dans les grandes villes, où avoir ton bureau, être au calme, permettre avoir le bon setup, c'est un vrai luxe en région parisienne. Et donc ils n'ont pas forcément le matériel adapté pour passer une bonne journée de travail. Et surtout, c'est ce qui ressortait à chaque fois, c'est qu'ils voient plus personne. C'est-à-dire que, en fait, au bureau, tu vas passer la moitié de ta journée finalement, parce que un tiers à dormir, un tiers à faire autre chose, et un tiers à travailler. Et donc globalement, tu vas plus rencontrer de nouvelles personnes. C'est plus la même activité. Et c'est pas avec une réunion Zoom que tu crées des liens avec des nouvelles personnes. Donc, quand tu connais les salariés, effectivement, c'est plus facile. Quand tu onboardes des gens en remote ou en télétravail, c'est un vrai challenge pour les entreprises. Donc la pause café, la bière après le boulot, c'est quand même assez une importance pour créer du lien et donner envie de travailler. Donc voilà, ça c'était le point du télétravail. Les conseils que je donnerais, c'est ça, c'est la localisation, être pas trop proche de son domicile. On pourrait penser le contraire. Avoir un coworking en bas de chez soi, ça peut être intéressant. Mais en fait, moi, je trouve que c'est pas, pour l'avoir déjà fait, c'est pas forcément intéressant. Pour de pas déconnecter réellement de ton travail entre ta vie pro et perso. Et pour les freelances, il y a pas mal d'espaces de coworking qui proposent des journées tests. Donc ça, je leur recommande de faire ça pour qu'ils voient, pour qu'ils ressentent en fait comment fonctionne le coworking, si c'est trop bruyant, trop calme. Il y en a qui veulent être très studieux et donc avoir un calme absolu. Il y en a qui veulent un joyeux bordel dans l'espace, en fait, parce qu'ils veulent que ça vive, qu'il y ait un peu de bruit, un peu de musique. Donc chaque espace a sa philosophie et son rythme. Donc il faut vraiment tester avant de souscrire, clairement. Ok, intéressant le coup de la distance entre le lieu de travail et le lieu perso. Ouais. Et de notre expérience, en fait, que maintenant la plupart des boîtes, bien sûr, font un peu ce qu'on appelle le travail hybride, quoi. C'est jamais soit tout blanc, tout noir. C'est pas que du bureau ou que du home office. C'est un peu des deux. C'est-à-dire que nous, chez Working Space, par exemple, on adopte aussi ça. On va travailler un peu le matin chez soi pour être au calme, faire tes appels sans problème, travailler sur une tâche de fond parce qu'il faut que tu te concentres, et venir au bureau après plus tard parce que tu dois bosser, tu dois voir des gens pour échanger, ou tu dois travailler ensemble sur un même sujet. Donc c'est ce mode hybride qui fonctionne beaucoup, qui permet à la fois d'avoir les avantages du télétravail ou du home office et les avantages du bureau. Ouais, on a vraiment gagné en souplesse, et le phénomène flex office là, il est aussi très très intéressant. Même si ça vient avec quelques problématiques, mais ouais. Ok.
Écoute, merci François pour cet épisode. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais je pense qu'on a fait le tour et que ça devrait donner suffisamment de billes aux auditeurs pour choisir et se faire une idée sur l'offre de coworking en France. Effectivement, je pense qu'on a fait pas mal un petit tour sur le marché du cowork et les possibilités que ça peut offrir à tout type de travailleurs. Et après, si tes abonnés ont plus de questions, n'hésite pas à me contacter sur LinkedIn ou via notre site internet. Je serais ravi de leur en parler. Ok, je mettrai les liens de ton LinkedIn et du site dans la description du podcast. Et écoute, merci beaucoup pour cet épisode. Merci Xavier. Au revoir. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.